Allô, bonjour. Coucou, c'est moi, dis. T'as entendu? Il paraît que Napoléon a inventé Photoshop. Attends, c'est pas tout à fait ça. Je t'explique. Napoléon, un génie de la communication, un podcast en 4 épisodes proposé par la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Épisode 1, le pont d'Arcole. Dans cet épisode, nous allons soulever la première pierre de ce qu'il est convenu d'appeler la politique propagandiste du jeune Bonaparte. Nous allons voir comment un tableau historiquement reconnu peut être, comme on le dit aujourd'hui, un fake, c'est-à-dire un maquillage de la réalité. L'alternance des faits historiques et d'analyse permettra de mieux suivre notre petit parcours. Une dernière chose, même si cela peut parfois paraître éloigné d'une certaine réalité de nos manuels scolaires, ici, tout est vrai, dans les faits, tels qu'ils sont racontés. Si on demande à un Anglais ou à un Français ce qu'Austerlitz ou Waterloo lui évoque, il y a peu de chances qu'il nous parle des gares de Londres ou de Paris. Non, il vous parlera de Napoléon. Des batailles, bien évidemment. Et pourquoi ? Parce que les tableaux. La mémoire visuelle, encore et toujours. Même pour ceux qui ne sont pas fans de Bonaparte. Nous sommes tous tombés, un jour ou l'autre, dans l'un de nos recueils d'histoire sur le fameux tableau de Bonaparte au pont d'Arcole. Mais, comme je l'ai dit, commençons par les faits, la réalité, bref, l'histoire. En 1796, Bonaparte, qui a déjà une belle réputation de chef militaire quand même, file en Italie pour commander ce que j'appellerais une petite campagne de diversion. Juste pour alléger le travail de l'armée du Rhin qui se bat durement, là-haut, beaucoup plus au nord. En fait, il faut s'occuper des Autrichiens. La mission est, il faut l'avouer, un peu casse-gueule, excusez-moi du terme. Parce que l'armée... Mais laissons plutôt parler le jeune général en chef, qui, à son arrivée au camp des Sablons, fait part de son mécontentement à son aide de camp, le capitaine Muiron. Regardez Muiron, des régiments qui sont pieds nus, des uniformes qui ne ressemblent à rien, les fusils sont mal entretenus, il n'y a pratiquement pas de cartouches à poudre. Pas de train d'artillerie non plus, pour tirer nos canons. On a juste la moitié des boulets promis. Mais dites-moi Muiron, où est passé ce matériel qui nous était affecté ? Eh ben, citoyen général, c'est qu'elles ont été envoyées au nord pour le général Moreau. Et la cavalerie ? Dites-moi au moins que nous avons de la cavalerie. Oui, citoyen général, tout un régiment, mais faute de ration, la plupart des chevaux a fini dans la gamelle des hommes affamés. Quelle honte! Et c'est avec cette armée que ces messieurs du directoire veulent que j'aille rosser les Autrichiens. Eh bien, Muiron, nous allons leur montrer à ces beaux messieurs de Paris ce que l'on peut obtenir avec de l'audace et avec du courage. Bel enthousiasme. Mais il faut quand même avouer que ça partait mal. Profitons-en pour ouvrir notre première parenthèse consacrée à la communication du jeune général. Il y en aura bien d'autres. Il faut comprendre que, dans l'esprit bouillonnant de notre jeune héros, rien ne se perd. Et il se dit que, tôt ou tard, ce rassemblement de bohémiens, s'il est victorieux, pourrait servir son image. Très très tôt. Et c'est important de garder cela à l'esprit parce que cela reviendra dans chaque épisode. Il y a chez Bonaparte l'obsession de soigner son image, qui, avec le temps, évoluera vers une construction de sa propre légende. Mais nous n'en sommes pas encore là. En premier lieu, à défaut d'avoir des photographes, le général s'encombre de dessinateurs et de peintres. Ce sont eux
qui seront chargés de rendre hommage à son génie. Les premiers grands reporters, en somme. À son retour d'Italie, même pas en fait, pendant la campagne, il pousse ses artistes au travail. Je veux dire qu'il leur demande de lui fournir de la matière sur tout ce qui se passe. Traités, escarmouches, batailles. La matière, ce sont des tableaux, des croquis, des dessins. C'est comme ça que l'on se retrouve avec une grande quantité de scènes de bataille qui sont devenues célèbres. Le dit, monde de vie, etc. Bon, tout ce petit monde travaille dans une liberté relative. Relative car le chef veille au script. Laissons la parole à Antoine Jean Gros, l'un des artistes sélectionnés pour l'expédition. Il s'adresse à ses collègues. Messieurs, soyons aussi brefs que clairs. Le général veut glorifier sa campagne et celle de ses hommes. Il va veiller à tout ce qui sera publié en France. Pour les dessins et tableaux, mettons en valeur sa personne et celle de son armée. Courageuse, admirative, reconnaissante. Nous devons faire une place à ses ennemis. C'est primordial, en les montrant, implorant la mansuétude de leurs vainqueurs compatissants. Pour le reste, gros plan ou scène générale de bataille, à vous de voir. J'espère pour tous que tout cela est bien compris. C'est de la mise en scène, constamment. Et c'est une machine sacrément bien huilée. Presque du théâtre. Ça marche d'autant mieux que, dans un premier temps, la réalité colle à la fiction, puisque les Français gagnent toujours. Jusqu'à Arcole, en fait. Le fameux pont d'Arcole. Là, il va falloir beaucoup d'imagination. Retour au fait. Suivez bien. Nous sommes toujours en Italie. Bonaparte est avant tout un génie militaire, ça, c'est indéniable. Avec son armée de brigands, il va offrir à ses premiers ennemis ce que j'appellerais son cocktail préféré. Les ingrédients, on les connaît, ou plutôt quelques pays voisins vont apprendre à les connaître. D'abord de la vitesse, ensuite séparer les adversaires, enfin les battre les uns après les autres. C'est nouveau, c'est efficace, et ça va quand même marcher pendant une dizaine d'années. À Arcole, donc, les choses se compliquent. Pour faire court, il faut passer un maudit pont en plein marais et couper les armées ennemies en deux. Une première vague s'élance sous le feu de l'ennemi, avec à sa tête le jeune général Augereau, les couleurs françaises à la main. Mais comment voulez-vous passer sur un petit pont mitraillé par un rempart de fusils autrichiens ? Le pauvre Augereau bat en retraite et la situation est bloquée. On s'étripe d'une berge à l'autre, mais sans résultat. Bonaparte finit par arriver sur place. Il se saisit à son tour du drapeau et s'élance avec ses troupes. Pour un résultat identique. Personne ne passe. En plus, notre héros se retrouve balancé par-dessus la rambarde pour atterrir dans la boue, sauvé par ses grenadiers d'une mort presque certaine. Vous l'avez compris, les Français ne passeront pas. Pas ce jour-là en tous les cas. Militairement parlant, cette bataille est en fait une succession d'approximations. Et finalement, Bonaparte l'emportera par son intelligence tactique et par ruse. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons plutôt à nos artistes. Les Vernet, Thévenin, d'Albe et Gros vont proposer, avec une bonne volonté évidente, quantité d'esquisses de combat. Un coup d'œil, et le chef tranche dans le vif. Le travail des 3 premiers passe à la trappe. Ils n'ont pas compris le scénario attendu. Vous savez quoi ? Les malheureux pondent quelques tableaux et croquis sans Bonaparte. Avec le jeune général Augereau, sur le pont, son drapeau à la main. Mais
On s'en fout d'Augereau. Même si c'était le premier à tenter de forcer le passage. Ce n'est pas lui le général en chef. Allez hop, merci d'être venu. Retour en France des œuvres qui, bien que magnifiques, n'auront pas droit à l'estampille officielle. C'est Antoine Gros qui reçoit le César de la meilleure fiction. Avec le tableau, le fameux tableau de Bonaparte au Pont d'Arcole. Dernière parenthèse et observation technique de l'œuvre, parce que ça en vaut la peine. Pour ceux que ce tableau intéresse, allez donc faire un petit tour sur le site des podcasts de la ville d'Antibes. À chaque épisode, vous y retrouverez le tableau de référence. Allez, on se lance, on décrypte. Que voit-on au premier coup d'œil? Un Bonaparte conquérant, un César moderne. C'est tout d'abord un plan serré. Alors que nous sommes en pleine bataille, l'obscurité voulue par le peintre ne permet pas de distinguer le paysage, et encore moins les autres soldats. On comprend qu'il n'y a qu'un seul sujet au tableau, Bonaparte. Le corps et le sabre sont tournés vers l'avant. Le visage, imperturbable, on se demande s'il est vraiment dans la bataille, est lui orienté vers l'arrière pour mieux faire comprendre qu'il est devant ses hommes. Quant à l'uniforme, il sort du pressing. Les cheveux flottent au vent, comme l'étendard. C'est amusant. Il y a dans ce tableau une forme d'immobilisme en pleine tourmente. Juste pour l'anecdote, même si cette œuvre aura un franc succès, les scènes de bataille durant tout l'Empire ne seront plus construites de la même manière, à de rares exceptions près. Et au contraire, Napoléon jouera sur la foule de ses soldats et l'immensité des paysages. Mais on reviendra sur ce point plus tard, dans un autre épisode, pour parler notamment de la fameuse redingote et du bicorne. Dernier détail du tableau. Le titre de ce chef-d'œuvre n'est pas la bataille d'Arcole, comme on avait eu le dit ou Monde de Vie, mais plus explicitement, Bonaparte au Pont d'Arcole. Je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas compris qui est le chef, pour Gros, c'est un coup de maître. D'autant plus que c'est aussi bien vu que c'est faux. Et c'est comme ça qu'un demi-mensonge va traverser l'histoire. Un demi parce que, pour le mensonge entier, il faudra attendre le prochain podcast. Au final, quelle campagne militaire, mais quelle escroquerie médiatique. Napoléon, un génie de la communication. Une production de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, racontée par Marc Goujon et Jean-François Diaz, réalisée par Jean-François Diaz, écrit par Marc Goujon. Bruitage, BBC Sound Effect, Adobe Stock, musique libre de droit.